fluidage, une cosmologie du changement et des pratiques intégrales du mouvement. Commençons par une classification des choses. Pour qu'il y ait mouvement, il faut d'abord qu'il y ait être, existence. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une conservation suffisante d'entités et une capacité de comparaison qui permettent de faire percevoir une séquence, une suite de changements qui apparaît comme le mouvement ou comme un autre type de changement d'une autre nature. Une déformation, transformation ou un changement de propriété autre que la forme, une décoloration, etc., etc. Le prérequis du changement est l'être. Et l'être inclut ces notions de conservation, de stabilité et de mémoire. Le changement est une suite sur une cosmologie des formes, une cosmologie de l'être. Forme est souvent un terme qui est employé pour représenter l'apparence extérieure de l'être ou de l'être-té. Commençons par des applications pratiques de ce que je vais explorer ici. Premier outil que je vais proposer va porter le merveilleux acronyme de RED. Recevoir, émettre, dévier, déformer ou transformer. Considère un objet, ici une balle. On peut me donner cette balle, je peux donner cette balle. On peut me faire passer cette balle pour que je la transmette à quelqu'un d'autre. On peut me donner cette balle pour que je la détruise, que je la recycle, que je la change, que je la déforme ou que je la répare. Les directions de ces différents mouvements vont aller de moi en tant qu'émetteur vers un autre récepteur, d'un autre émetteur vers moi récepteur, d'un autre émetteur vers un autre récepteur à travers un moi médiateur ou intermédiaire ou déflecteur, ou encore d'un autre émetteur vers un autre récepteur à travers un moi déformateur, ou encore d'un autre récepteur à un moi qui change ce qui m'arrive, qui change sa forme, sa structure, sa nature, sa fonction. Le premier outil associé à cet acronyme RED va être FOD. FOD pour forme, densité, direction. Les trois premières catégories de changements qui permettent de générer ou de faciliter l'émission, la réception et la déviation. Première démonstration, vous allez pouvoir vous-même établir les catégories que vous souhaitez à partir de ces trois points. Donc observez déjà ce qui se passe dans la réception. D'abord au niveau des formes, puis au niveau des directions ou mouvements, et ensuite beaucoup moins visible, mais que je vais essayer de manifester au niveau des densités.
Les trois catégories vont être des déclinaisons sur le principe essentiel ou la dualité essentielle du plein et du vide. La logique interne derrière ça est d'une infinie simplicité. Pour vider, pour recevoir, il faut avoir un espace vide qui puisse être rempli. Pour émettre, il faut avoir quelque chose à donner. Donc il faut avoir rempli assez pour avoir quelque chose à passer. Pour dévier ou transformer, des transformations des formes ou transformations des mouvements, il faut avoir les moyens de réorienter ou de changer les formes activement. Donc, c'est des sous-catégories qu'on verra plus tard. Premier outil, n'importe quelle partie du corps peut recevoir, puis ensuite accumuler, stocker et protéger. Une grande fonction réception, stockage, accumulation, conservation et protection. Et la manière de le faire au niveau des formes est de faire des creux. On le voit là dans la phase de stockage ou de protection ou de rétention. N'importe quelle partie du corps fait un creux qui enveloppe, peut d'abord recevoir, ensuite contenir, stocker, garder, conserver, ici conserver dans l'espace en un lieu donné, contrairement à perdre la localisation dans l'espace. Conserver, autrement, serait conserver certaines des propriétés, conserver une température, conserver une appropriation. Protéger sera une particularité proche de la conservation. On protège quelque chose contre des attaques, contre une appropriation, contre une volonté directe. C'est plutôt un rapport d'échelle. On conserve de changements à des échelles où on ne perçoit pas une agentivité, on ne perçoit pas au minimum une intentionnalité, et on protège contre des intentionnalités. Je crée une assiette. Je veux plus de contenance. Je commence à en faire un bol. Puis j'en fais un vase. Puis j'en fais une bouteille en limitant le flux entrant et le flux sortant. Je peux sceller la bouteille par un bouchon ou en fermant complètement et protéger complètement ce qu'il y a à l'intérieur. Empêcher qu'il sorte et empêcher que quoi que ce soit rentre. En dynamique, vous voyez ma main faire une forme convexe, une bosse dans la direction dans laquelle j'émets, un creux suivant la direction émise. Pour l'instant, vous entendez du bruit parce que je ne change que la forme et la direction et peu la densité. Si je rajoute la densité, à mesure que la quantité d'énergie devient plus faible, on entend de moins en moins de bruit. La relation du plein et du vide, une forme et une augmentation de vide par extraction du plein. Si on part d'un horizon, vous créez un fossé en enlevant du plein.
et en le déplaçant. Sinon, c'est une réorganisation du plein. Ici, le plein qui est au point de contact et qui est réparti horizontalement ou là verticalement par rapport à ce plan-là va se répartir dans une autre dimension, sur un autre axe ou sur un autre plan. Même chose ici. Donc, si vous voyez ici l'intervalle entre ces deux points et tout le plein qui remplit cet intervalle, la quantité de plein va rester la même, mais elle va se réorganiser dans l'espace. Sur cet intervalle, elle s'est réduite. Sur cet axe horizontal, elle s'est accrue. J'ai plus de plein ici qu'il n'y en avait. J'ai plus de plein en retrait de la main initiale qu'il n'y en avait. Mais à l'endroit où la balle va atterrir, j'ai créé un vide. Quand je durcis la main, même si je crée un vide, le son est fort. Si je lance la balle plus vite, ce qui est arrivé plusieurs fois, même si je relaxe la main en même temps, il y aura aussi plus de son. Donc le rapport de la densité, c'est un rapport du plein sur le vide, à la fois à l'intérieur de la surface remplie, mais aussi par rapport à la force arrivante. Si la force arrivante correspond à un gros afflux de personnes, imaginez un bar, une pièce, il y a une population existante de personnes, d'objets, de tables, etc. Et il y a un flux entrant et un flux sortant. Si un flux entrant massif arrive dans un bar déjà plein, il se heurte aux personnes à l'entrée. Plus ils arrivent avec un mouvement fort, une direction forte, plus le choc va être important. Si une grande masse de personnes arrive tout doucement et s'arrête quasiment à la rencontre d'un mur, il y aura peu ou pas de choc. La suite dépend de la structure, du nombre de personnes et de leur structure. S'il y a énormément de gens dans la pièce qui sont collés les uns aux autres, mais organisés en quinconce de manière presque parfaite, il y a très peu d'espace relatif pour permettre l'entrée de nouvelles personnes à la même échelle de taille. Une fois qu'un bar est plein à l'échelle d'adultes, il y aura souvent de la place pour des enfants, encore, entre des adultes ou plus bas. S'il n'y a plus de place pour des enfants, il y aura encore de la place pour des chats, pour des rats, pour des insectes. Ensuite, il en restera toujours pour des moucherons, puis pour des molécules d'air. Donc, le rapport de plein et de vide est toujours une mesure relative. On ne parle pas évidemment d'un vide absolu qui crée une succion infinie. On parle d'un vide relatif. Le mouvement qui est à la direction peut recevoir par la création ou la prolongation d'un vide relatif. La balle dépense son énergie à venir, mais le contact est retardé, jusqu'à ce que l'énergie soit dissipée, ou moindre. Donc, il est possible de recevoir de l'énergie en cédant sous la force par le mouvement. On appelle ça une fuite, ou alors on appelle ça un délai, retarder un contact, une dissipation d'énergie dans l'espace. Si vous pensez à des rugbyman en train de recevoir des ballons envoyés de très loin, la forme du corps va donner cette relation de creux avec tout le corps. Plus la forme est marquée,
plus elle correspond à une énergie arrivante puissante. On voit ce creux, mais on voit aussi cette direction. Si on vous lance une balle très dure avec beaucoup de puissance, il est très probable que vous allez essayer de reculer le plus possible pour laisser le plus d'énergie se dissiper avant d'interagir avec votre forme, avant d'aller au contact. La même chose vaudrait pour une charge. Pour le cas où l'énergie se dissipe, pas pour le cas où l'énergie s'accumule, auquel cas il vaut mieux agir au plus tôt. Le troisième aspect, l'aspect de densité, fait référence à cette situation du bar. Plus il y a d'espace vide entre les éléments constituants du bar, les objets, les personnes, plus d'autres personnes arrivantes peuvent entrer, peuvent circuler. Moins il y a de vide, moins il y a de circulation, moins il y a d'entrée possible. Éventuellement, moins il peut y avoir de sorties aussi. On peut imaginer plusieurs choses dans cette analogie du bar. Par exemple, on peut imaginer, au-delà du nombre de personnes, la structuration. Des gens placés de manière aléatoire peuvent être réorganisés pour optimiser l'espace, ce qui se fait très souvent. Vous faites des rangées, puis vous faites des quinconces pour exploiter les petits vides entre deux têtes. Vous voyez ça dans toutes les situations. On essaie de placer beaucoup de personnes sur un petit espace, par exemple pour des photos de groupe ou pour des organisations dans des pièces. Une autre possibilité d'accroissement de la densité serait de créer des liaisons entre les personnes. Si vous pensez aux liaisons chimiques, liaisons covalentes, etc., etc., vous pouvez représenter ça de manière analogique par des mains, des membres qui viennent se croiser ou se saisir entre personnes au sein de cette structure organisée. Les petits espaces laissés entre les quinconces sont maintenant pris en partie par les liaisons. On voit ça dans une approche un peu différente pour tout ce qui a trait à la tension de surface, qui est un des gros sujets qui sera abordé pour la réception à l'échelle interne. La tension de surface peut être pensée comme un filet de trampoline qu'on tend ou qu'on détend, qu'on accorde. Le degré de tension et les liaisons qui se font entre les différents éléments vont déterminer une densité, alors même que le mouvement qui se fait est une extension, c'est-à-dire l'opposé d'une compression. L'opposé de ramener les gens plus près les uns des autres et de les serrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, c'est de les étendre. Mais là, on a cette configuration particulière où des mèches, ou des mèches, c'est le terme anglais, des nœuds créant des réseaux, peuvent laisser plus d'espace quand ils sont lâches que quand ils sont mis en tension. Et la pression interne, juste au niveau de cette superficie, sera accrue aussi. Donc 3 premières bases: des creux pour recevoir, des bosses pour émettre, des plats pour répartir, des formes tordues, complexes, pour dévier dans les différentes directions. Céder pour recevoir, aller contre pour émettre. Pensez à un match de volley, la balle arrive, on fait un mur pour renvoyer la balle. Une balle arrive en tennis, on fait une extension dans la direction opposée pour renvoyer la balle dans le camp adverse. Troisième aspect, vous créez une pression sur n'importe quelle partie de votre corps avec une pression à 90 degrés. J'appuie sur ma poitrine, je durcis les muscles, je les durcis par contraction en
rapprochant les fibres musculaires les unes des autres, donc en limitant la quantité de vide par rapport à la quantité de plein. Je densifie mes muscles. D'un coup, je relâche. Et on voit, ou pas, suivant les capacités cinématographiques légendaires, avec un objet peut-être plus parlant. Je durcis les muscles du ventre, je les relâche, je garde exactement la même pression. On voit un effet inévitable de changement de forme. La forme est causée par la pression qui entre. Mais j'ai essayé de bien distinguer ce que seraient les trois options. Ici, je joue activement sur la forme. Une bosse qui renvoie, un creux qui reçoit, dessiner un plat en étirant dans toutes les directions pour répartir. Là, je vais jouer sur le mouvement. La pression s'exerce, je cède derrière, je reçois. Je vais contre, j'augmente la pénétration. Techniquement, je suis en train de m'empaler sur le bâton. Je dévie d'un côté ou d'un autre. Là, je suis en train de rediriger la pression. Je dévie dans toutes les directions, je la distribue. Troisième aspect. Je change le moins possible la forme de manière active. Par contre, je joue sur cette contraction, décontraction de mes muscles. Contraction, je crée une surpression. Quand la surpression interne est supérieure à la pression externe, le vecteur repousse. Quand la pression externe est supérieure, la poussée s'exerce vers moi. Quand elles sont égales, les deux mouvements se fixent. Les deux se neutralisent, s'équilibrent. Ce que je fais par la contraction, donc par le fait de rassembler autour d'un point, rassembler vers un centre, je peux aussi le faire par l'extension. J'étends le corps, je tire sur les tissus souples, j'augmente la tension de surface. Ça crée une pression superficielle qui peut repousser l'objet. Comme cette pression superficielle est soutenue par la tension interne ou par la pression interne, il y a des limites assez fortes à ce que je peux faire, mais ici, je crée une extension au bas, côté, diagonale, diagonale. À chaque recrutement de direction, j'augmente la quantité d'énergie qui peut être stockée. Je pourrais aussi faire une tension au niveau de mon pull, puis une tension au niveau de ma peau, puis une tension au niveau de mes fascias, et ainsi de suite, et faire des strates cumulées de trampolines. Vous pouvez penser au film où les héros tombent et traversent 3 ou 4 toits de toile qui viennent ralentir et ralentir, se creuser, passer la limite de déformation, se percer, hop, ralenti au deuxième, ralenti au troisième. Tout ça, c'est des possibilités évidentes du corps, c'est-à-dire que ça prend aucun changement de ce que vous êtes, aucun changement de votre musculature ou de quoi que ce soit. Ces trois aspects, forme, direction, densité, sont accessibles immédiatement par n'importe qui. Et ils sont accessibles d'abord dans le mouvement, d'abord avec des parties simples à manipuler. On commence généralement par la main. Dès que vous avez compris la base, on crée un creux pour recevoir, une bosse pour émettre, une forme complexe qui mélange creux, plat et bosse pour dévier, un plat pour distribuer.
c'est l'aspect forme. L'aspect direction, céder sous la force, sous le vecteur de force pour recevoir, aller contre lui directement opposé pour émettre, aller dans n'importe quelle autre direction pour dévier. Densité, diminuer la densité relative du récepteur pour recevoir, augmenter la densité relative de l'émetteur pour émettre. Je remplis le verre d'eau pour avoir de l'eau à donner. Je vide mon verre d'eau pour avoir de l'espace pour recevoir. Répartir, égaliser les densités pour stabiliser. Le seul petit aspect à comprendre, c'est que la forme n'est pas non plus un absolu. La forme est toujours relative à une direction, un plan incident. Donc la force vient sur un axe. Le creux qui correspond à un axe à 45 degrés et la bosse, donc la forme concave ou convexe, par rapport à une force à 45 degrés n'est pas du tout la même que par rapport à une force à 90 degrés ici, horizontale. Pareil, la force verticale, il y a un risque de mauvaise représentation à cause de l'angle que je dois prendre. Mais le sommet de la bosse que je crée, c'est le point de contact pour l'émission. Le point le plus bas de la vallée que je crée est le point de réception. Si je crée un point encore plus bas, la force va couler jusqu'à l'endroit le plus bas. Si je crée un point plus haut dans l'émission, une partie de l'énergie va être dérivée vers ce point plus haut. Donc première chose, les formes sont toujours relatives au plan de la force avec laquelle on interagit. Un creux pour recevoir l'eau du ciel n'est pas la même chose qu'un creux pour recevoir le vent. Ou un creux pour recevoir une force venant du sous-sol. Deuxième aspect, le creux qui permet de recevoir d'un côté correspond à la forme qui permet d'émettre de l'autre. Les relations habituelles de forme yin-yang que vous trouvez dans les représentations du Tai Chi, le diagramme du Tai Chi par exemple, ou ces différentes formes. La densité, si vous voulez la travailler, doit être isolée de la forme et de la direction. Comme il est impossible, une fois qu'une force rentre, de ne pas déformer, là il s'agit de comprendre en créant une accentuation au début, vous faites une caricature en durcissant la main et vous mollissez la main en changeant le moins possible la forme. Ça fait une pénétration beaucoup plus petite. Et en réel, ça refait un mur de densité à l'endroit de contact avec une surface dure qui demanderait de refaire un vide qui graduellement amènerait à changer la forme. L'intérêt d'isoler ces trois éléments, c'est de pouvoir les travailler séparément et de pouvoir les recombiner ensemble. Si vous maîtrisez forme, direction et densité ensemble, le nombre de possibles interactions sans aucun changement devient très grand. Et ça, c'est un outil parmi des dizaines d'outils.